OK. Alors, est-ce qu'on est en direct? Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous pouvez juste nous dire dans le chat si, vous nous voyez en direct, le temps que ça me laisse d'introduire nos invités du jour pour cet Accounting Business Club Radio Show numéro 2, mois de février. On est le 29 février. Important de le préciser parce qu'on n'est pas tous les ans le 29 février. Donc je suis ravi de vous, recevoir messieurs, encore un plateau très masculin et j'espère que sur le prochain Accounting Business Club Radio Show, que je vais dire ABC Radio Show, voilà, on le fait comme ça, il y aura un peu plus de femmes sur le plateau. L'appel est ouvert, voilà. Aujourd'hui, je suis très, très, très heureux de recevoir, allez, on le fait par ordre alphabétique, comme ça marche, Anthony Guez, expert comptable, DAF externe, fondateur de Mindset Finance, Julien Younes, expert comptable, je dis jamais, je dis jamais DAF externe, les gars, pas DAF externe, pardon, je dis jamais commissaire aux comptes, mais vous l'êtes, il me semble, et vous me corrigerez si vous ne l'êtes pas. Julien Younes, du coup, fondateur d'Oris Advisory, et tu vas nous en parler un peu plus parce que c'est super intéressant. Thomas Mariage, cofondateur du cabinet Strat. Messieurs, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Et du coup, ouais, il me semble que dans le chat, ça marche. Bonjour, pardon, Isabelle. Ce qui va être très important aujourd'hui, le thème, le topic qu'on va traiter ensemble, c'est littéralement les business models des cabinets parce que les choses changent et les choses changent très vite. On va parler de DAF externe. Et au mois de février, il y a eu une grosse actu quand même, qu'on le veuille ou non, qui est arrivée dans la profession. Ça touche un éditeur. Juste avant de monter sur scène, on en discutait ensemble. Il y a d'autres actus qui sont chaudes. Et le but de cet Accounting Business Club Radio Show, c'est qu'on puisse vous partager au plus grand nombre un peu les infos d'insider qu'on a, nos visions sur tout ça. Donc, ça va vraiment être très sympathique, un épisode que je pense être d'avance de folie. Et surtout, je vous l'ai dit la dernière fois, et c'est ça l'intérêt de le faire en live, c'est un peu le principe d'une émission de radio dans laquelle vous pouvez intervenir parce que je vois les commentaires qui s'affichent. Du coup, mettez-nous des commentaires et je ferai le mieux pour répondre et pour passer la parole à tout le monde, pour que tout le monde réponde. C'est ça qu'on veut, justement, le tout dans la joie, la décontraction, pardon, même un 29 février, alors que la période fiscale commence à battre son plein. Bonjour messieurs, Thomas, salut. Salut Alexis, merci beaucoup de nous accueillir. Et puis on est prêt là, on est prêt à parler de tout ça là. Allez, magnifique. Salut Anthony. Salut Alexis et bonjour à tous. Julien, bonjour. Et bah pareil, ravi d'être là. C'est bravo pour ce format. Je pense qu'il y en a pas beaucoup et donc c'est sympa d'innover. Je pense que ça plaît aux gens, vu qu'il y a quand même plus de 300 inscrits et ravi d'échanger avec vous aujourd'hui. Allez, impeccable. On y va. Merci les gars. Merci pour ces petites fleurs. Ça fait plaisir. Mais le but, c'est qu'on soit 100% efficace. L'objet, on va commencer la session sur la logique de business model parce que ça me semble quand même être important quand on voit les changements. Pourquoi ça me tient vraiment à cœur? La logique de business model, je rentre direct dans le sujet. Le principe d'un cabinet d'expertise comptable, c'est traditionnellement d'avoir un revenu récurrent. Et d'ailleurs, un revenu récurrent qui était très régulièrement tenu sur la tenue comptable. Maintenant, il y a tellement d'évolutions qui vont arriver qu'il me semble fondamental de venir à se reposer la question du comment on change le business model. Et vous avoir aujourd'hui tous les trois nous permet de commencer à mettre à pied dans un business model qui est un petit peu différent, chacun à votre manière. Vous avez commencé à transformer un peu tout ça. Et donc, le but, c'est d'inspirer potentiellement les personnes qui sont avec nous aujourd'hui et qui écouteront le podcast plus tard. Julien, je commence par toi parce que tu as été diplômé récemment et quand tu as monté Oris Advisory, tu as directement fait ce switch de business model. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus, nous présenter un peu ce que tu fais et pourquoi tu l'as fait comme ça? Et bah écoute, avec grand plaisir. Donc effectivement, moi, alors bon, j'ai une expérience avant d'avoir créé Oris Advisory qui est un peu particulière. J'ai travaillé d'abord en expertise comptable, ensuite je suis parti faire des missions spécifiques dans tout ce qui était, analyse financière, évaluation d'entreprise, et ce qu'on appelle, des rapports d'expertise de parties. Dans le cadre de litiges de contentieux, il faut aller faire des évaluations de préjudice. J'ai fait un petit tour ensuite dans une start-up, qui m'a permis de voir un peu, le fonctionnement d'une entreprise. Parce que c'est vrai que d'habitude, en cabinet, on n'a pas forcément cette vision entreprise, de marketing, de commercial, de développement, et
en fait, en faisant le mix de mes différentes expériences, je me suis rendu compte qu'il y a un sujet qui me plaisait au quotidien, c'était le conseil financier. Qui était ce qui m'intéressait le plus. Comprendre l'analyse financière des entreprises, comprendre les enjeux, d'augmentation de capital, de cession d'entreprise, de levée de fonds, refinancement, et cetera, et cetera. Et en même temps, mon expérience en startup m'a permis de comprendre que de l'acquisition client, ça pouvait se faire, qu'il y avait des stratégies à mettre en place, et que, même si on n'avait pas de récurrence de revenus, qui mine de rien est quand même quelque chose de très sécurisant, en termes de développement d'activité, on pouvait réussir. Et donc, fort de ces différents constats grâce à une rencontre que j'ai faite aussi, dans ma jeune carrière, qui sont mes associés d'Oris Finance, on s'est dit que ce serait intéressant de lancer un cabinet de conseil financier en parallèle d'Oris Finance, qui est une banque d'affaires qui fait vraiment de la fusion-acquisition, donc acquisition, cession d'entreprise, et de se concentrer sur des missions qu'on considère entre guillemets «à forte valeur ajoutée», que sont l'évaluation d'entreprise, des diagnostics pré-cession, qu'on réalise aussi de manière un peu moins fréquente, mais qu'on réalise également, des audits d'acquisition, des commissariats spécifiques, et on lance là officiellement sur 2024, toute la partie levée de fonds capital développement qu'on va essayer d'accélérer pour, accompagner des premières levées idéalement sur 2024, et comme les process sont un peu longs, pourquoi pas sur 2025. Donc la Donc pour toi, vision, en c'est fait quoi? ouais, vas-y, ouais. Parce que C'est je vais c'est de se vraiment arriver à dire comprendre que tu as dit, justement: «Tu es parti, je suis expert comptable, mais je vais pas chercher de récurrent, quoi». Ouais, tout à fait. La vision, c'était de se dire que globalement, enfin, j'avais des copains qui se lançaient, en parallèle, qui ont créé leur cabinet. J'avais échangé pas mal avec Thomas, de par mon expérience précédente sur le lancement aussi de son cabinet. Et on se rend compte que quand on lance un cabinet, le positionnement est vachement important, en termes d'offres, et que quand on se lance et qu'on commence à faire de la récurrence, bah, mine de rien, alors sauf si on explose tout de suite, qu'on a des collaborateurs, et qu'on peut s'appuyer sur eux, on a des sujets de récurrence, on a des sujets de déclaration, on a des sujets de suivi qui nous prennent au quotidien et qui occupent une partie de la bande passante au niveau de sa tête. Mmh. Et donc moi, le parti, c'était de me dire: «Je prends le risque de ne pas prendre de récurrence au démarrage». J'avais, pareil, des connaissances, des copains qui me disaient: «Bon, bah, maintenant que tu es lancé, est-ce que tu peux faire ma compta?» Mmh mh. Et je les redirigeais vers, des personnes que je connaissais pour faire la compta, parce que je leur disais: «Moi, c'est pas mon positionnement Mmh. de faire de compta». Donc au début, c'est sûr que ça a pas été évident. Le fait de m'associer quand même avec Oris Finance m'a aidé. C'est-à-dire que j'étais pas seul à bord, et donc j'avais un appui quand même, OK. mine de rien, pour pouvoir lancer ma boîte. Mais au début, sur les premiers mois, quand tu rentres, 1 mission dans le mois, 2 missions dans le mois, heu, tu tu te poses des questions sur comment développer son activité. Ouais. Et c'est là où, tu commences à réfléchir à une stratégie marketing, à de la prospection client, à des canaux d'acquisition directs, indirects, et c'est comme ça que petit à petit, on a commencé à construire, le fonctionnement d'Oris Advisory aujourd'hui. Je suis ravi de recruter, une personne en CDI qui arrive la semaine prochaine. J'ai un alternant, et je m'appuie aussi de temps en temps sur les équipes d'Oris Finance en fonction des besoins. Et on a de la alors c'est pas de la récurrence, mais de l'activité qui rentre de manière fréquente grâce à un réseau de partenaires, grâce à des actions commerciales qu'on commence à mettre en place, Mmh. qui nous permettent, même si on n'a pas de récurrence, d'avoir un certain volume de missions qui fait qu'on est occupé au quotidien. Donc si je récape, en 2 mots ce que tu viens de dire, la stratégie dès le départ, dès la création, un positionnement clair et défini et après tu affirmes ce que tu fais et tu sors pas des rails parce que tu sais que c'est ce que tu veux faire sur de la mission à forte valeur ajoutée comme ça. Tout à fait. Surtout si, et après je laisserai quand même les autres parler parce qu'il y a Bien il y a plein de sûr, sujets je sais intéressants que à développer. vous Mais êtes, surtout si bavard. on arrive à négocier, avec ses anciens employeurs, d'avoir une rupture conventionnelle ou quelque chose qui nous permet d'avoir le chômage objectivement, Ouais, bien pendant sûr. 12-18 mois, et qui permet de prendre le risque de se dire: «Même si j'ai pas de récurrence qui rentre tout de suite et que j'ai pas énormément de chiffre d'affaires, je peux, me positionner dès le démarrage, prendre mon risque, et voir si ça fonctionne». Et puis après, c'est comme tout, on teste, et si ça fonctionne pas, il faut se réinventer, c'est le principe d'un entrepreneur, Ouais, mais au moins on peut prendre son risque. ouais. Anthony, du coup, toi qui, quand tu t'es lancé, alors toi, ça va être un mix entre, business model et DAF externe parce que du coup, au lancement de Mindset Finance,
tu as aussi fait, et c'est ça qui est intéressant dans la façon dont Julien t'en parlait, tu as aussi fait le choix de directement te positionner en tant que tel. Est-ce que tu peux nous faire un peu un feedback sur ces sujets? Ouais, moi au départ, je me suis lancé avec, vraiment l'envie d'être focus uniquement sur la partie, DAF externe, donc réaliser des missions de conseil financier, de manière récurrente. Assez vite, enfin pas la première année, mais assez vite, au bout d'1 an, j'ai commencé aussi à avoir des missions, en tant que CAC. Donc tout ce qui va être, les opérations de CAC ad hoc, les augmentations de capital, les émissions de BSA, BSPCE, des missions d'audit d'acquisition, d'évaluation. Donc voilà, des missions qui sont non récurrentes, mais et au final, rentrent assez régulièrement et qui viennent du coup compléter les missions, de DAF externe qu'on peut faire. Et puis avec aussi le développement d'une ligne, de service autour de la RSE. Donc là qui est encore un petit peu, un autre, business model, une autre approche. Mais voilà, en tout cas avec, le fait de compléter, et d'avoir, mmh, déjà d'être multiservice et d'avoir de la récurrence, ou en tout cas des missions qui rentrent par différents, canaux, différents types d'apporteurs et qui donnent lieu à une facturation qui peut être un peu différente, d'un business à un autre. C'est ce que j'allais te demander, c'est-à-dire que sur les missions, de DAF externe, tu retrouves un petit peu cette logique, de cabinet d'expertise comptable sur de la mission récurrente? Comment ça se passe en fait? Nous, les missions, elles sont réalisées par des consultants, seniors, donc c'est, des personnes qui sont, salariées dans le cabinet. Chacun a un portefeuille de, 4, 5, 6 missions, avec vraiment un accompagnement récurrent tous les mois auprès de différentes sociétés. Alors nous, on a un positionnement, on a à peu près 70 de nos clients qui sont des startups, mais du coup, on n'accompagne pas que des startups. C'est des missions récurrentes, donc ce qui est le socle commun, on va dire, c'est de faire tous les mois un reporting, presque tous les mois aussi de l'actualisation de prévision de trésorerie, d'analyse de cash et puis également, de faire des budgets en fin d'année, faire des business plans quand, il y a des sujets de financement, assister, l'expert comptable ou piloter l'expert comptable au moment de la clôture des comptes, et puis intervenir aussi dans toutes les étapes de la vie d'une entreprise, donc une recherche, de financement, une subvention, une levée de fonds, des sujets de croissance externe, enfin voilà, après toute la vie, d'une entreprise et donc ça, mine de rien, il y a tous les mois, en fait, de la récurrence dans nos interventions. Donc chacun gère, voilà, comme je le disais, 4, 5, 6 clients et généralement, on se projette quand même sur la durée avec nos clients. Donc on a des missions qui peuvent durer 2, 3 ans, assez facilement, voilà. Ah, donc ça peut être quand même sur du long terme. On reviendra après, il y a un sujet qui m'intéresse et d'ailleurs dites-le nous en chat si ça vous intéresse. C'est est-ce que selon toi et comment on peut faire pour transformer, pour amener cette offre, DAF externe sur un cabinet qui existe déjà? Je te laisse réfléchir, à ça et dites-nous dans le chat si c'est aussi quelque chose, qui vous intéresse, comme ça on revient dessus après. Thomas, à toi la parole. Thomas, du coup, tu as lancé Strat, alors le temps passe, je dirais il y a 4 ans? Heu, Pas du moi, tout, 2 ans et demi, 2 Alexis. Je suis encore un 2 ans bébé et demi? moi, hein, Non, un attends, bébé. 2 ans et demi? Mmh. On est un OK, peu trop donc sérieux là par contre. ouais, OK. Alors, on revient parce que Julien disait qu'il avait, échangé avec toi dans sa précédente aventure, qui est certainement un des thèmes qu'on va aborder lorsqu'on va vouloir parler de l'actualité, puisque Julien, tu étais chez Penny Lane à l'époque et que quand même ça a fait l'actualité ce mois. Dis-nous, toi, au lancement, du coup, du cabinet en 2 ans et demi, forte croissance, qu'est-ce que vous avez fait dans la logique, de business model et les changements un peu, potentiellement, que vous opérez? Yes, nous pour, tout expliquer, c'est totalement l'inverse de Julien, mais il le sait parce qu'on en avait bien parlé à l'époque. Nous en gros la ligne, dans notre tête, c'était extrêmement simple, c'était de dire, on va chercher du récurrent, et en fait, on veut surtout, ne pas opposer en fait, ne pas dire: «Il y a du récurrent et il y a la mission assurantielle» qui pour nous sont 2 choses différentes. En gros, le Impec. récurrent, on peut tout mettre dedans. On peut avoir du conseil, on peut avoir,
de l'accompagnement, on peut avoir du juridique, on peut avoir plein de choses, mais en fait, ça reste un abonnement, ça reste du récurrent. Et qu'est-ce qu'on met dans ce forfait, en fait? Et la mission assurantielle, donc ce qu'on appelle mission assurantielle, c'est vraiment la mission d'expert comptable, de réaliser les comptes. On l'utilise vraiment bah, tu sais comment on fonctionne, mais en canal d'acquisition parce qu'en fait, on se dit: «Bah, c'est un super métier, il y a plein de choses à faire», mais en fait, le démarrage, c'est la compta. Donc faut pas négliger ce démarrage-là. Mais par contre, derrière, on peut aller chercher du récurrent avec du conseil et du coup, on n'a pas opposé ça. Donc la ligne, c'était de dire: «On cherche du récurrent et des costs variables». C'est aussi pour ça Mmh. qu'on est parti aussi sur, Penny Lane, que nos premiers logiciels aussi, bah, c'était du SaaS, de l'abonnement, au dossier, en se disant, ben, au démarrage, quand tu pars de zéro et que tu as 0 de cash, Mmh. c'est plus facile de préparer, ton cabinet comme ça et puis au fil de l'eau, ben, on pivote aussi un peu sur des choses, on se rend compte qu'il y a des choses à faire, de hyper intéressant, quoi. Donc, si je récap ce que tu viens de dire, ce qui est assez intéressant et du coup, je me permets d'appuyer dessus, c'est que pour toi, la mission assurantielle type comptes annuels, si je suis, trivial et direct quoi, ça, c'est ce qui te permet aujourd'hui de capter du client et derrière, dans ton business model, c'est quelles sont les briques que tu vas venir mettre au-dessus? Parce que ça, tu sais que c'est la brique captation client. Alors, aujourd'hui, c'est encore assez modéré. Ouais. Ça veut dire que forcément, notre mission principale reste quand même la mission assurantielle et on vient justement amener des couches de conseil, des services en fait, même des services au sens général Ouais. et pour le coup, notre vision de demain, c'est de dire: «Bah, voilà, tout le monde sait bien faire la mission assurantielle». De plus en plus avec les outils, demain avec l'IA, qui vont être dans les outils, tout le monde va très bien la faire, mais en fait, ça va un peu, entre guillemets, «réduire», les revenus sur cette partie-là. Bah, tu en parlais avec Joe et les autres sur la première édition. Mmh. Mais en fait, du coup, c'est de dire: «Bah, OK, ça, c'est notre canal d'acquisition parce que c'est ce qu'on sait faire, c'est la marque expert comptable». Mais par contre, derrière, en fait, bah, derrière ça, qu'est-ce que tu proposes comme service? Et j'aime plus le mot conseil, qu'on J'ai entendait, bah, ouais, j'allais le mot justement embringuer sur le sujet, tu vois? C'est-à-dire que messieurs, qu'est-ce qu'on met en fait derrière? Voilà, une fois qu'on a dit ça, si on change le business model, c'est quoi le conseil? C'est quoi l'accompagnement? C'est quoi toutes ces briques en plus qu'on peut mettre? en fait, nous, si tu veux, on voit plus le mot conseil comme avant. On dit vraiment, c'est quoi les services qu'on peut proposer aux clients? Et en fait, bah, voilà, Julien, il en propose un, Anthony, il propose le DAF. C'est top. Donc en fait, ça, c'est un service. Et nous, en fait, on se dit, bah, quel service? Et en fait, l'expert comptable, encore plus avec la facturation électronique, l'IA, et cetera, il aura toute la data. Le médecin généraliste, il verra toute ta compta, il sera toute ta vie. Et en fait, avec une belle culture business, il va pouvoir dire, attends, je pense que si tu appuies là, Alexis, pour le coup, ta boîte, elle peut péter. Et pour ça, bah, nous, on a tel service qu'on peut te proposer. Ça peut être tout simple, de la digitalisation, t'aider à mettre en place des petits outils IA. Ça peut être de la com, peut-être et te donner les bonnes clés, soit avec des partenaires, soit en fait, bah, directement, en fait, tu l'as dans ta boîte. Et du Mmh. coup, c'est de dire, bah, tu es expert comptable pour la mission assurantielle, tu captes ton client, tu as la data, et une fois que tu as cette data, bah, toi, tu vas pouvoir lui proposer, et c'est du win-win, comment faire, scale sa boîte, tu vois? Et Mmh. comment réussir à toi créer ce revenu du coup, qui peut être un revenu récurrent, mais qui Ouais, vient bien pas de sûr. ta mission assurantielle. C'est-à-dire que tu utilises la mission assurantielle pour capter la confiance de ton client. Tu gardes cette place qui est aujourd'hui la place de l'expert comptable, de tiers de confiance, partenaire privilégié, et cetera, pour justement aller détecter des missions complémentaires. Et donc, les missions complémentaires, bah, tu viens d'en donner des très bons exemples dont on n'entend pas souvent parler, qui peut être de la com, du marketing. Pourquoi pas? Parce que tu l'as détecté, parce que toi, en tant qu'entrepreneur, bah, tu développes ta boîte aussi grâce à ça, donc tu es capable de sensibiliser. Ça peut être des missions, Julien, tu verrais quoi, toi, comme mission potentielle, comme ça, qui viendrait se rajouter au business model? Ah, il y a une grosse mission, qui est faite déjà par pas mal d'experts comptables avec qui j'échange, qui est tout ce qui est, optimisation du patrimoine, patrimoine professionnel, patrimoine personnel. Heu, le point important là-dessus, je pense, pour compléter ce que disait Thomas, c'est qu'il faut quand même, et donc ça dépend aussi des personnes qu'on recrute, il faut avoir des personnes en interne qui sont capables de piloter ces missions-là. Objectivement, tous les collaborateurs de cabinet sont pas experts en évaluation, sont pas experts en DAF externe, sont pas experts en gestion de patrimoine et donc c'est une stratégie à prendre. Et donc c'est des briques de service à rajouter
Et en fait, en rajoutant ces briques, gestion de patrimoine, en rajoutant ces briques RSE, comme, peut le faire Anthony en complément. Au début, si je dis pas de bêtises, le positionnement de mindset, c'était plutôt de la DAF externe et là, il a rajouté une brique supplémentaire sur la RSE. Heu, c'est des choix à faire, qu'on peut faire quand on a un cabinet avec de la récurrence et des missions assurantielles. Et en fait, ce qu'il faut, c'est prendre du recul sur son portefeuille client, avoir une analyse pertinente de son portefeuille. Est-ce que j'ai des TPE? Est-ce que j'ai des PME? Est-ce que j'ai que des indépendants? C'est quoi leur secteur d'activité? Est-ce que j'ai un secteur d'activité de préférence? Et à partir de ça, voilà, je sais qu'on avait échangé avec Thomas et c'est pour ça que, je sais qu'ils sont spécialisés sur certains sujets. Ils ont, une verticale startup, une verticale pas mal sur de la profession libérale médicale notamment, et en fait, dès qu'il y a un pro-lib médical qui va les voir, ils leur proposent tout de suite des montages, des optimisations en fonction de leur situation. Et ça, rien que ça, déjà, c'est des missions de service ou c'est des services supplémentaires apportés qui sont énormes, et on va vers de la valeur ajoutée et les gens sont prêts à payer plus facilement la valeur ajoutée que la mission assurantielle qui valorise de moins en moins aujourd'hui. Ça, c'est d'une importance clé ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, je vous le donne, si vous regardez ça, je vous donne une des verticales dont je rêve et après si messieurs vous voulez, mais je pense que j'en ai déjà parlé avec certains, mais demain, quelqu'un qui monte un cabinet d'expertise comptable, de conseil dédié aux agences au sens large et on pourrait même creuser un peu plus aux agences qui font entre, 500 et 2 millions, aux agences qui font plus d'1 million et 1,5 million. Mais vous montez ça, c'est exceptionnel. Le conseil que vous pouvez faire derrière, est-ce que tu es bon sur les marges? Est-ce que, tu es bon sur les grilles de salaire? Quelles sont les actions? Après, vous pouvez mettre en place des actions comme vous le faites, avec le Strat Club, par exemple, qui serait un peu l'équivalent, comme nous, on le fait d'ailleurs aussi chez Booster Digital avec l'Accounting Business Club et différentes actions. Enfin, ça, vraiment, ça, s'il y a la logique de verticalisation dont tu viens de parler pour le positionnement, faut y aller, quoi. Enfin, je pense, et tu le disais, tu vois, ça recoupe avec ce que tu disais par rapport au business model de la création, mais le fait d'avoir un positionnement clair et accepter d'y aller sans être généraliste, je pense que c'est un truc à pas mal regarder. Du coup, on Du monte coup, une boîte, Alexis, c'est ça? On monte une boîte, écoute, c'est parti? on finit à 12:45. Je te laisse envoyer un mail en interne pour rédiger les statuts et nous, on s'appelle à 13h. Bon, ils sont prêts. Hem, On rajoute Julien et Anthony. On cherche juste un porteur de projet, pour ouais, pouvoir le c'est gérer ça. au quotidien, s'il y en a parmi l'audience. Toi, tu veux dire qu'on n'a pas de temps? Non, pas du tout, c'est pas du tout notre style. On est là un 29 février. Anthony, du coup, je recoupe, avec ma question de tout à l'heure parce qu'il y a une logique dans ce qu'on vient de dire. En plus, apparemment, tu fais très bien de la DAF parce que, il y a des clients de Jonathan, qui sont, dont tu es DAF et ça, c'est chouette, c'est ça aussi, l'Accounting Business Club. Donc du coup, ouais, comment selon toi un cabinet, tradi qui doit évoluer, pourrait potentiellement, commencer à mettre un pied dans la mission de DAF externe? Hem, je pense déjà que c'est pas évident pour un cabinet tradi, comme tu le dis, de changer son positionnement pour être, perçu comme un interlocuteur crédible par son client, par ses clients, pour proposer ce type de mission. C'est pas impossible, mais en tout cas, je pense qu'il y a un changement à faire en termes de posture, en termes d'image, en termes de, présentation de ses services pour justement, passer de quelque chose qui est perçu aujourd'hui par pas mal de dirigeants comme une sorte de un peu d'obligation légale de faire sa compta, de faire ses déclarations, fiscales à, bah, je suis là pour t'accompagner, je suis là pour t'aider, je suis là pour t'apporter de la valeur, pour t'apporter du conseil sur, des sujets de pilotage financier. Maintenant je pense que, paradoxalement à ce que je viens de dire, l'expert comptable aujourd'hui, c'est, la personne qui est la mieux placée pour détecter ses besoins et proposer à ses clients ce type de mission. Voilà. Donc je pense que, 1er conseil que je donnerais, ça serait vraiment de redescendre un peu son portefeuille, d'éliminer, bah, soit ceux qui ont déjà un DAF, soit ceux qui sont trop petits. Nous, la cible idéale, c'est généralement les 10-50 salariés. Donc voilà, tu regardes ton portefeuille, tu enlèves ceux qui sont seuls, les solopreneurs, les professions médicales, les BNC, machin. Tu regardes ceux qui, voilà, ont peut-être déjà, une taille d'équipe autour de, allez, entre 8 et 10 personnes et tu vois si ça peut être un besoin pour eux, si, il y a un intérêt à proposer ce type de mission et je pense qu'après, bah, faut se lancer, il faut proposer, ben, tout ce qu'on est capable de faire sur les sujets de pilotage financier en tout cas, montrer la valeur ajoutée que ça peut avoir et vraiment les besoins, les pain points, qui peuvent être résolus grâce à cet accompagnement. Voilà.
Et après, je pense que pour ceux qui en ont jamais trop fait, je pense que vraiment, faut tester, faut itérer, faut avoir déjà entre guillemets «des premiers bêta-testeurs», et voilà, tirer des enseignements sur ce qui fonctionne, sur ce qui fonctionne pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'expert comptable, en réalité, il a déjà la confiance du dirigeant. Techniquement, il a normalement les compétences pour pouvoir l'accompagner sur des sujets de DAF externe. Et puis, c'est le premier à pouvoir détecter ses besoins et proposer du coup des missions complémentaires. C'est Et intéressant, vous avez dit tous les 2. Ouais, vas-y Julien. non, j'avais juste une question pour Anthony et pour rebondir sur ce que tu disais, j'étais curieux, je me disais: «Est-ce que pour commencer un peu le DAF externe, avant de se dire: "Je m'attaque" entre guillemets aux grosses boîtes, que peuvent avoir les clients, enfin les cabinets, on va dire petits et intermédiaires, donc les 10-50 salariés, déjà mettre du reporting un peu, plus personnalisé sur des TPE, 1 à 10 salariés, pour commencer un peu à se faire la main entre guillemets et avoir moins peur de se dire: «Bah, je vais pas accompagner une boîte de 40, je suis pas forcément légitime». Je Ouais, me je pense posais qu'il la question, faut là, quand tu Ouais, je pense qu'il faut tester, faut voir, faut être force de proposition aussi. Je pense que ça, c'est hyper important pour les experts comptables d'être sortir un peu de la mission traditionnelle et d'être force de proposition. Alors, ça peut être sur des sujets de taf externe, ça peut être sur des sujets de gestion de patrimoine, d'optimisation de la rémunération, peu importe, chacun en fonction un peu de ses appétences, de ses compétences. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'on faut se tester et voilà, essayer de se mettre aussi à la place du dirigeant, de faire preuve un peu d'empathie en disant: «Bah, voilà, moi, si je suis le dirigeant de cette boîte-là, qu'est-ce que j'aimerais avoir comme indicateur, comme niveau d'analyse?» Et je pense qu'aujourd'hui, tous les dirigeants, en fait, souhaiteraient avoir davantage de d'analyse, d'accompagnement, de reporting que ce qu'ils ont actuellement et généralement, ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps de s'en occuper, ils sont plein de bonnes résolutions en début d'année et à la rentrée en septembre, mais en général, ils sont très vite rattrapés par le Album. courant et le développement de leur business. Donc aujourd'hui, je pense que l'expert comptable, il a toute la donnée, il a les compétences, il a la légitimité, il a, voilà, c'est celui qui est le mieux placé normalement pour pouvoir proposer ce type d'accompagnement. Voilà. Mais tu vois, Et si on vas-y, pardon. Non, vas-y non, toi. Je t'en non, prie. c'est juste une question, si on prend une vue, hélicoptère, vraiment là sur le côté cabinet, OK, tous les atouts que tu peux amener au client. En fait, la mission de reporting sur de la TPE, elle est incroyable parce que tu lui donnes une visibilité qu'il a pas, il pilote sa boîte au cash comme, 80 à mon avis pour cent des TPE. La PME souvent, bah, c'est le step un peu compliqué à passer. Tu vois? Faut que tu crées aussi, peut-être, quelque chose, nous on faisait aussi des optimisations organisationnelles. Qui fait quoi dans la boîte? Enfin, il y a peut-être aussi ces sujets-là. Mais ma vraie question, tu vois, en tant que, pour le coup, dirigeant de cabinet, nous, tu vois, là, on va être une petite vingtaine là. La vraie question, c'est: est-ce que tu continues, par exemple, juste sur du reporting TPE, à donner ces missions à des collaborateurs comptables, entre guillemets, «en plus de leur mission tradi»? Ou est-ce que tu es pas mieux quand même à créer un pôle dédié, sachant que tu as des avantages, tu as des inconvénients des 2 côtés? Parce qu'en fait, souvent, je trouve, sur mes expériences passées, je trouve qu'on a tendance à se dire: «Ah, c'est super, faut faire du reporting, mais c'est du boulot», tu vois? Je fais exprès, tu es déjà staffé à 110, tu vas être staffé à 120%, 130%. Donc soit tu te dis: «Bah, je les laisse aux collaborateurs, mais il faut quand même bien diminuer les portefeuilles pour qu'ils aient le temps de faire de la qualité». Parce qu'en fait, nombre de reporting, qui sont envoyés, sans la qualité, pour avoir le temps de l'expliquer, d'expliquer pourquoi l'indicateur il est bon, il est pas bon et de chercher, en fait. Parce que juste claquer un reporting, si c'est juste pour, le donner au client, il va déjà, probablement pas forcément bien le lire et deuxièmement, en fait, est-ce qu'il va chercher derrière ce qui est à améliorer? Est-ce qu'il y a des plans d'action? Et la deuxième chose, en fait, du coup, est-ce que les gens ont le temps? Ou est-ce que c'est vraiment quand même un métier à part, selon toi, Anthony, qui a vraiment cette capacité-là à se dire: «C'est tellement un métier à part qu'il faut une équipe dédiée», quitte à frustrer des collaborateurs qui peuvent pas, prétendre à ces missions, quoi? Ouais, bah, pour moi, c'est vraiment à part. Nous, on s'est lancé déjà au départ, on faisait que du DAF externe, on faisait pas de compta. Maintenant, on accompagne certains de nos clients sur des sujets comptables, mais c'est pas les mêmes personnes. Les personnes qui accompagnent sur la partie comptable ne font que de la compta, ceux qui font du DAF externe ne font
que du DAF externe ou alors après les missions exceptionnelles, de CAC, et cetera. Mais je pense que c'est, tu vois, nous, chacun accompagne 4, 5, 6 entreprises. Il y a très vite un goulot d'étranglement. Si tu dois accompagner 4 boîtes, plus avoir un portefeuille de 30 clients en expertise, je pense que c'est impossible en termes de planning, de disponibilité, à gérer. Faut savoir que nous, on a donc nos missions récurrentes, mais très souvent nos clients aussi nous sollicitent, pour des questions, des choses à faire, sur lesquelles nous, il faut qu'on soit extrêmement réactif et qu'on leur apporte une réponse généralement le jour même ou, dans les 24 heures. Parce qu'ils vont avoir un board, parce qu'ils vont avoir un rendez-vous avec, le banquier, avec un investisseur, ou autre, et donc ils ont besoin d'avoir de notre côté, en tout cas, du répondant, de la réactivité, de la disponibilité. Donc pour moi, c'est incompatible avec le fait d'être à la fois d'être multicasquette sur la mission traditionnelle d'expertise comptable et la mission de DAF. Et je rajouterais même que je pense que c'est même sain de distinguer un peu les 2 fonctions parce que c'est pas les mêmes responsabilités, c'est pas forcément les mêmes compétences et c'est bien aussi que le DAF, il puisse, parfois, revoir ce qui a été fait d'un point de vue compta. Voilà. Donc de la même manière que dans une boîte, le DAF, c'est en généralement pas lui qui va faire la compta. Il va avoir soit une équipe comptable en interne, soit l'expert comptable qui va un peu piloter. Aujourd'hui, pour moi, le DAF externe, c'est un peu la même posture. Voilà. Je vais rebondir sur ce sujet qui m'intéresse, tu vois? Quand je discute avec des boîtes, des cabinets, aux US et au Canada, ils me disent que justement pour arriver à cette transformation, de monter en advisory, donc tu vois, ça recoupe avec le nom du cap de Julien, mais tu vois, ils veulent vraiment amener le bookkeeping sur l'advisory, donc l'accompagnement, le conseil, le fait d'être présent. Ils disent qu'il faut grosso modo, avoir une capacité de prod, tu vois, sur les timings qui est, 70 max. Qu'est-ce que, sur les équipes, hein, qu'il doit y avoir toujours 30 de dispo, non pas pour venir mettre un dossier en plus, mais parce que ces 30 de dispo en plus permettent de faire une veille sur le dossier, de prendre du recul, de se pencher et surtout, bon Dieu, bon sang de bonsoir. Parce que là, je rebondis, bon sang de bonsoir. Oh là là, ok. Non, mais parce que je rebondis sur l'histoire des tableaux de bord. J'adore les tableaux de bord, j'adore le principe. J'ai demandé à ce qu'on me mette un des outils de tableau de bord qui viennent se connecter, etc. On est le 29 février, je l'ai ouvert exactement comme tu l'as dit, Anthony. La première semaine de janvier, c'était encore un peu calme. J'ai fait les tableaux de bord, j'ai fait les prévis. Je me suis dit, je vais tout suivre au cordeau. Ça va être une année extraordinaire. 29 février, je suis sur mon tableau Google Sheet en train de le retravailler parce qu'en fait, on n'a pas le temps dans la réalité d'appeler. Ouais, mais ça, On peut tu vois, je t'accompagner si trouve tu veux. vraiment que ça, pour le coup, je trouve que sur les Dash, donc qui est plus sur les TPE, entre guillemets. Et après, Ouais, Anthony, je te laisserai répondre plus sur la PME et sur le DAF à temps partagé. Mais sur le ouais. reporting en tant que tel, sur ton Dash, nous, on a changé de stratégie hyper, Mm. hyper cash. Au début, on proposait du reporting qui était pas lu, mal lu, Eh oui. sans accompagnement, qui avait franchement très peu de valeur ajoutée. Et Mm. maintenant, ce qu'on fait, c'est que dans notre offre, dans des super gammes qu'on a réalisées avec Booster, en fait, dans l'offre, le but, c'est de se dire, bah, en fait, tu as un rendez-vous trimestriel ou mensuel en fonction de l'option que tu prends, Mm. où pour le coup, on va se voir et en fait, c'est prévu dans ton agenda. Et en fait, le Dash n'est qu'un outil à la discussion avec ton expert comptable ou avec ton account manager, pour le coup, pour parler de tes chiffres. Et du Ouais. coup, non seulement, ben, ça crée une responsabilité chez nous, parce que forcément, c'est pas juste tu donnes un livrable. C'est que derrière, tu auras des questions, tu auras des choses à pousser. Et donc, du coup, les échanges sont beaucoup plus intéressants. Et pareil, ça met aussi une responsabilité vis-à-vis de l'entrepreneur qui se dit, bah, faut que je dise mon Dash parce que tu vois, c'est Alexis, par exemple. J'ai envie d'avoir les bonnes questions pour mon business. En Mm. plus, je paye Thomas, donc entre guillemets, je veux avoir les bonnes questions en face. Et je trouve que de mettre plutôt des rendez-vous Mm. «facturable» entre guillemets Bah, et que le oui, c'est dans le Dash budget. et ouais et le Dash, c'est juste un outil en fait en tant que tel pour avoir des discussions stratégiques et là on revient sur notre, nom de cabinet, ça vient de stratégie d'entreprise parce qu'en fait souvent les experts comptables font pas mal de la stratégie d'entreprise avec leurs clients, essayent de les aider avec leur culture business notamment à eux, mais en fait souvent c'est pas facturable et on revient Mm. sur le un peu multiservice et je pense que le fait d'avoir des rendez-vous, on parle de ton business et on parle pas que de ta marge et cetera en fait, on comprend les choses, on avance et on met en place des plans d'action et on se voit dans 3 mois. OK Alexis, on se voit dans 3 mois et Mm. ben on avance quoi.
Ouais, c'est compris, mais c'est que c'est budgété, en fait. C'est ça ce que je veux dire. C'est qu'au moins, c'est budgété. Il y a pas du: «Tiens, je te fais un reporting, je te donne accès à X ou Y outil», pour pas en nommer tout de suite et puis, en fait, non, ça sert à rien. Ça reste, tout le monde continue. Je rebondis sur mon histoire des 70 de capacité, de planning. Qu'est-ce que vous en pensez? Un avis sur ça? Moi, c'est ce que j'essaye d'appliquer. Heu, je pense que c'est pas, pour plein de raisons, avoir 100 ou plus de 100 c'est pas faisable. Mmh. Je pense qu'il faut maintenir à peu près 70 sur en tout cas sur nos missions. C'est ce qui permet d'avoir justement donc de la réactivité, de la disponibilité pour tous les sujets à traiter, un peu en urgence, pour nos clients. Il y a des moments où, en plus on a on reçoit de la donnée peut-être un peu tardivement de la part de l'expert comptable, mais nous notre deadline elle change pas donc il faut vraiment qu'on puisse être, jouer sur nos plannings. Après je pense également que, il faut garder du temps pour des sujets de formation, et ça c'est hyper important pour, toujours être, en capacité de pouvoir accompagner le mieux possible, nos clients. Et après, je pense aussi que, aujourd'hui, faut être capable de proposer un cadre de travail, assez agréable à nos collaborateurs et de pas se retrouver, vraiment, à devoir faire des nocturnes ou à devoir rebosser, le week-end. Et donc pour ça, ça implique d'avoir, voilà, un taux de staffing, autour de 70. Voilà. Julien? Ouais, alors moi, enfin, si je parle juste d'Horis Advisory, le fonctionnement est un peu différent parce que comme on est pas sur de la récurrence, c'est plus compliqué de piloter ce taux de Ah staffing, ouais? objectivement. Parfois, on a des coups de bourre parce que je sais pas pourquoi il y a plein d'opérations qui se font d'un coup et parfois c'est un peu plus calme. Donc ça, c'est sûr qu'en termes d'organisation sur le staffing, on a un fonctionnement un peu différent. Donc je pourrais pas répondre sur ce 70 par rapport à mon cabinet. Pour autant, je pense qu'avec tout ce qu'on s'est dit juste avant, ces 70 60 80 ça va dépendre de l'organisation qu'on a décidé de mettre en place dans un cabinet où on a de la récurrence en termes d'activité. Soit on Mmh. a une personne dédiée au service correspondant et dans ce cas-là, on peut entre guillemets, être un peu plus staffé que 70 parce que c'est pas notre cœur métier de répondre aux besoins. Il faut l'identifier, être capable de faire la passe D à son copain, mais c'est pas nous qui allons répondre aux besoins. Mmh. Donc, on a moins besoin de gérer ces sujets-là, nous. Par contre, si on veut que les collaborateurs, et ça c'est aussi un sujet du coup de management, et de fidélisation des collaborateurs, on veut les mettre sur des thématiques un peu différentes et les faire monter en compétences sur des sujets qui les tiennent à cœur, que ce soit encore une fois, de la RSE, de la DAF, ou du reporting avant même la DAF. Je pense que c'est déjà la première chose, Ouais, ouais, de la faut gestion de commencer par ça. patrimoine. C'est bien effectivement d'avoir une diminution du staffing et je pense que c'est pérenne, pour la fidélisation des collaborateurs, pour, le développement de la structure, et pour aussi la satisfaction client. Parce que quand on est moins surchargé, on est plus réactif et mine de rien, même si les clients, ils ont pas toujours la facilité pour payer les honoraires, ils aiment bien quand on est réactif et du coup, ils sont plus à l'aise ensuite pour payer une Mmh. prestation de qualité. Thomas, un avis sur, les 70 de capacité de prod? Ouais, ouais, un avis, nous, c'est clairement ce qu'on essaye de faire et le mot essayer est important. On se rend compte aussi qu'attention, on a des saisonnalités dans le recrutement. Faut pas oublier qu'en période fiscale, c'était difficile de recruter, par exemple. Ouais, le Donc en fait, mercato arrive. le mercato, on sait quand est-ce qu'il est, entre guillemets, et du coup, bah oui, on surstaff au démarrage parce qu'on connaît à peu près la croissance, on voit à peu près où on va aller. Forcément, les portefeuilles de septembre sont beaucoup plus allégés que le portefeuille du 31 août, et en fait, le but, c'est d'anticiper ta croissance. Je suis d'accord sur le fait que, et d'ailleurs ça a été, clairement notre, objectif d'enlever du staffing, de pas être à 120 exactement, de plutôt être aux alentours, nous on était plutôt aux alentours de 80 pour laisser le Mmh. temps aux gens de faire d'autres missions et aussi, de proposer des projets pour le cabinet. Après, il y a quand même un sujet qui peut parfois être compliqué. On aime tous faire les 20 supplémentaires de notre travail, même nous. Il y a des choses qu'on préfère faire dans notre métier et c'est souvent les 20 justement qu'on vient ajouter. Et Mmh. parfois, ça peut créer aussi, des frustrations parce que tu aimes bien, par exemple, faire du RH, c'est-à-dire, tu proposes à un collab de venir avec toi pour faire des entretiens, des choses comme ça. Mais en fait, derrière, il y a quand même la réalité du terrain.
il nous reste les missions et parfois en termes RH, ça peut être difficile de dire: «Bah, oui, on a goûté à ces 20, il faut les conserver, mais il y a quand même les 80». Et j'en parlais avec quelqu'un qui est pas du tout dans la compta, Mmh. qui me disait: «Bah, voilà, on a ajouté cette mission à quelqu'un en mode bonus, on a un peu réduit le staffing». Il faisait très bien les 20, mais c'était parfait, parce qu'animé, parce que vraiment ça l'animait de fou. Par contre, sur les 80, la qualité, elle a baissé totalement parce qu'il a un peu lâché cette mission. Et le problème, c'est que si cette personne-là, tu le spécialises sur les 20 qu'il adore, bah, peut-être que tu le retires à d'autres personnes. Et je trouve que ça, c'est une complexité, dans notre métier parce que c'est logique que tout le monde veut un peu, toucher à des choses un peu nouvelles, soit de Mmh. l'IT, soit du RH, soit un peu de sales, faire des rendez-vous prospects. Mmh. Mais en fait, la réalité du métier fait qu'on a quand même, une mission à assurer derrière, quoi. Parfois, c'est un peu compliqué, je trouve. Ça m'emmène sur la question, je vais vous laisser réfléchir, après je vous passe dessus, sur comment tu diffuses, par rapport à tous ces changements dont on vient de parler dans les business models, dans la DAF externe mise en place et cetera. Bah, en fait, comment tu le diffuses cette culture auprès de l'équipe qui doit être ton représentant? Parce que, si aujourd'hui vous êtes 20, chez Strat, bah, c'est pas toi qui es en direct sur tous les clients et heureusement. Anthony pareil, tu es plus en direct sur tous les clients. Julien, toi, tu as un business model qui est à part, mais tu recrutes aussi du coup. Tu vois, c'est comment on arrive et tu l'as soulevé, rapidement tout à l'heure Julien, comment tu arrives à diffuser cette culture sur tous les clients. Et avant de vous passer la parole, je rebondis un peu sur les commentaires, comme ça vous laisse 2 minutes pour réfléchir. Mais c'est vrai qu'on a Jonathan qui, dans les missions complémentaires, comme ça, on plie le sujet des missions complémentaires et tout le monde aura tous les éléments. Jonathan qui nous parle aussi de l'accompagnement du dirigeant dans la prise de décision. C'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose dans lequel je crois énormément, avec un joli processus d'onboarding où on pose les bonnes questions et du coup, ça nous permet de nous positionner, enfin positionner le cabinet en tant que conseil consultant en étant bien aligné et tout le monde est bien aligné sur quels sont les objectifs de l'entreprise et ça permet aussi après derrière de choisir les bons indicateurs qui sont dessus. Frédéric qui nous parle dans les missions potentielles, si je comprends bien, un peu de suivi de recouvrement, gérer un peu la trésor et c'est vrai qu'à mon avis, c'est un des gros pôles et si on a le temps, on parlera un peu de digital et comment ça peut s'intégrer. Et puis pour la question de est-ce que Anthony n'a pas peur de l'exercice illégal? Non, je confirme ce que Serge disait. Anthony est bel et bien expert comptable et inscrit à l'ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France. Voilà pour les commentaires. D'ailleurs, si vous avez d'autres points, d'autres questions, profitez-en. Il nous reste 18 minutes ensemble. Allez-y, on y va, on est chaud. En tout cas, il me semble bien chaud tout le monde. Comment on diffuse la culture de ce qu'on vient de dire par rapport aux nouvelles missions aux équipes? Qui veut commencer? Allez-y, tous en même Bon, temps. allez, j'y vais. Allez, vas-y. Hem, Nous, faut vraiment rendre à César ce qui est à César. C'est, Thomas, donc mon associé, qui gère vraiment bien cette partie-là. Ça fait partie aussi un peu de son mémoire, donc c'est un peu dans ses appétences. On a une équipe au top. Franchement, je pense que ça part déjà du recrutement, en fait. Mmh. Le recrutement, c'est hyper important, de voir si la personne va matcher avec ton côté, un peu entrepreneurial ou start-up que tu as ou si tu as un cabinet, sur telle ou telle position. Et je trouve que ça part déjà du recrutement, d'amener les gens à clipser le mindset ou pas du cabinet. Heu et après franchement, c'est vraiment, bah, d'essayer d'intégrer au maximum les gens dans les prises de décision. Alors on peut pas se consulter tous pour tout et c'est là où peut-être le fait de grandir, bah, pareil, ça te met des barrières que tu avais pas avant. Mais c'est vraiment d'essayer de prendre, les décisions un peu, tous ensemble et de créer, ben, voilà, nous on s'appelle «les stratoniens» entre guillemets, de créer une communauté, que ça soit en fait à la fois, vis-à-vis de tes clients, mais aussi en interne, de créer une communauté, à travers, bah, tes collaborateurs. Et une des choses qu'on fait réellement, c'est qu'à l'onboarding, on dit: «Bah, voilà, aujourd'hui vous avez vu Alexis par exemple, c'est super, mais nous en fait on travaille en équipe parce qu'on a des spécialistes aussi sur certains sujets. Donc n'ayez pas peur, vous allez avoir plein d'interlocuteurs. Par contre, il y a un garant de la qualité, c'est votre partenaire, ça, il y a pas de sujet. Mais par contre, vous rentrez dans l'équipe des stratoniens et vous allez parler avec tout le monde. Et ce qui permet aussi, bah, voilà, à tout le monde aussi, bah, d'être valorisé en se disant: «Bah, j'ai une petite corde à mon arc qui est un peu ma spécialité et de temps en temps, j'arrive sur un dossier et en tant que collaborateur, je viens de faire, donner vraiment une plus-value au dossier». Et ça, en Ouais. fait, bah, ça permet que le client il ait sa réponse un peu spécialisée, ton collaborateur, il se sent valorisé et en fait, tu as un effet de marque et toi, en même temps, bah, en tant qu'associé, ça te permet aussi de pas tout le temps être la personne qui doit répondre au téléphone et ce mélange-là, bien tenu et c'est pas simple,
Mmh. En fait, ça permet, de notre côté, à créer un peu cette communauté, autant en interne qu'en externe, en fait. Communauté que j'ai envie de résumer en culture d'entreprise, si tu me permets, pour bien diffuser. Parce que ce qui ressort de ce que tu dis là, ouais, c'est une culture forte, quoi. Dès le recrutement, il y a le match. Est-ce qu'on est aligné? Est-ce que tu as compris vers où on voulait aller? Comment on veut délivrer le service? Comment on travaille équipe? Super intéressant de travailler la culture. Julien, Anthony, un peu en rapide aussi, si possible. J'aimerais vraiment qu'on parle de l'actu métier, enfin actu secteur. Non, mais je rebondis sur ce que disait Thomas, complètement aligné, avec lui sur, en fait, ça commence dès le recrutement. Je pense qu'il faut trouver les bonnes personnes, et donc ça nécessite d'avoir à la fois des compétences, techniques, parce que notre métier malgré tout, il reste, technique. Mais je pense qu'il faut aussi, identifier, trouver les personnes qui sont, curieuses et qui ont envie Mmh. d'apprendre, qui s'intéressent aux autres, qui font preuve d'empathie, et donc ça, c'est des choses qui peuvent pas s'apprendre. Réellement, c'est soit tu l'as pas, et en tout cas, moi, c'est un peu ma vision. Donc, voilà, je pense que la curiosité, c'est hyper important, et je pense qu'il faut, miser là-dessus pour, avoir des personnes qui derrière vont vouloir s'intéresser à leurs clients, à leur business, comprendre, comment sont constitués, tu vois, l'activité, les clients, qui sont les clients, qui sont les fournisseurs, comment se crée la création de valeur. Voilà, un Mmh. peu tous ces sujets-là, et je pense que ça passe vraiment par le recrutement dès le départ. J'en profite pour faire un petit peu de promo sur l'épisode de podcast de l'Accounting Business Club qu'on avait fait ensemble, où tu avais bien parlé de ton process de recrutement qui moi, m'a permis de beaucoup évoluer, depuis aussi. Et donc voilà, j'invite tout le monde, s'ils veulent, creuser le sujet du recrutement, à venir écouter l'épisode qu'on a fait ensemble. Julien, ouais, un peu sur comment tu diffuses tout ça avec les équipes? Je suis complètement en phase avec ce qui s'est dit, Et non, peut-être pour vous. énerve-toi, c'est pas possible. Non, mais plus non, pour vous donner une anecdote et pour expliquer, le sujet justement sur mon recrutement que moi j'ai fait là, récemment. Bah, chaque Ouais. fois que je voyais des candidats, la première chose, enfin pas la première chose, mais on va dire un des points clés sur lesquels j'insistais, c'est que, il faut avoir une certaine flexibilité, qu'on est un cabinet en constante évolution, qu'on a des services qui vont évoluer et qui vont continuer à se construire, et que les personnes qui viennent, elles viennent pas pour faire une tâche et se cantonner à cette tâche, entre guillemets. Mmh. Elles viennent pour aussi se poser des questions, être curieuses, et il y a une personne, à qui j'avais justement fait une proposition, première personne à qui j'avais proposé, qui m'a dit, objectivement: «Je me sens pas de faire ça, je me sens pas l'âme d'un créateur», heu et donc ça a permis, mine de rien, en étant explicite et clair dès le début, d'avoir une sorte de petite barrière, et donc au final, la personne que j'ai recrutée a un esprit beaucoup plus entrepreneur et pourra plus facilement accepter, bah, de se poser des questions. Je pense que l'autre point quand même, qui est fondamental au-delà du recrutement, c'est aussi l'accompagnement. Mmh. Tous autour de la table, on a créé une boîte, on ne savait pas ce que ça voulait dire créer une boîte. Et quand on crée un service et quand on développe un service, bah, c'est un peu la même chose. Je caricature, et puis on Mmh. utilise des mots pour faire joli, mais c'est un peu une sorte d'intrapreneuriat. Quel service je propose? Comment je le market? Comment je me positionne? Comment je gère la satisfaction client par rapport à ce service. Et donc il faut accompagner les collaborateurs sur ces sujets-là aussi et pas les laisser tout seuls, en leur disant: «Bah, tiens, on développe ce service, c'est comme ça». Donc je pense que ce qui est important, c'est d'avoir du suivi, de faire peut-être des réunions, quand on lance un nouveau service avec des pilotes, et ensuite d'insuffler progressivement, de prendre du feedback avec pas forcément un pilote, ça dépend de la taille de la boîte. Moi, chez moi, on est 3, on si tout se passe bien, on va être 4-5 à la fin de l'année. On peut faire des réunions à 4-5, ça va encore. Quand on est chez Thomas, qu'on commence à être 20, tu as peut-être un groupe de travail avec 3-4-5 personnes maximum, mais tu vas peut-être pas mettre les 20 dedans, ça fait beaucoup. Mmh. Et c'est triste à dire, mais si tu prends l'avis de 20, tu avances pas. Parce que chacun a son mot à dire, chacun a son idée et donc à la fin, tu avances pas. Donc tu fais évoluer en fonction, de ton organisation, mais c'est d'impliquer les gens et ensuite d'insuffler avec, des fiches pratiques, des points personnalisés avec chacun pour les faire monter en compétences, pour que le message passe et que les gens aient envie de proposer le service. Et le dernier point, et après je pense qu'on passe à l'actu, alors ça c'est pareil, c'est peut-être tabou et peut-être que tout le monde n'a pas la même vision, mais je pense que mine de rien, d'inciter les gens, avec des variables, avec des compléments, avec des bonus si jamais ils proposent les prestations sur leur portefeuille client, bah, c'est Mmh. un bonus pour que les gens soient motivés pour proposer ces services-là. Si tu dis: «On lance une offre de gestion de patte» et si tu arrives à commercialiser cette offre sur des personnes de ton portefeuille client,
tu prends un pourcentage de la mission qui a été facturée, je peux te dire que le collaborateur, la première question qu'il va se dire, c'est si je facture la mission, je sais Mmh. pas, je vais pouvoir peut-être, payer quelque chose, je vais aller au resto, dans un resto sympa, je vais m'acheter les nouvelles chaussures que je voulais acheter. Ouais. Donc je pense que ça incite aussi, une fois qu'on a structuré l'offre, à la commercialiser. Très bon point. Parlons d'argent. Yes. Juste Ouais, dernier vas-y. truc, Alexis, parce que ça a été évoqué par Anthony. C'est clair que tu faisais, je crois, un podcast là-dessus sur la culture business. Ouais, Nicolas du Franchement, Vivier. c'est, je pense, à mon humble avis du moins, je pense que Mmh. c'est le 2.0 dans les cabinets d'expertise, c'est d'avoir des collaborateurs culture business qui ont vraiment envie de comprendre ce que fait la personne, qui est curieux de savoir, un boulanger, comment ça fonctionne, comment il est Ah ouais. rentable, comment il est pas rentable, et de se mettre à la place des clients avec cette culture business en écoutant un peu de podcast, un peu des choses comme ça. Et ça, je pense que même dans les entretiens RH, je pense qu'on posera un petit peu plus la question de savoir si, il y a un écosystème autour de la personne, pour justement savoir rebondir sur ces sujets-là, en fait, je pense. Ouais. Ouais, la culture business, c'est d'autant plus avec la montée de l'IA, avec la montée des outils, de la puissance, de l'automatisation. J'ai fait un très bon podcast sur l'automatisation qui va sortir dans pas longtemps. Voilà, c'est comme ça, je tease à fond. Abonnez-vous au podcast de Accounting Business Club. Messieurs, il nous reste 9 minutes. Actualité chaude en février. On a une boîte qui n'existait pas il y a 4 ans, qui est devenue licorne. On la nomme, elle s'appelle Penny Lane. Julien, on disait au tout début, on n'a pas cité le nom, comme ça on y arrive maintenant pour ceux qui restent. Julien, tu as connu Penny Lane. Un avis, messieurs, sur ce que ça change dans le marché, sur ce que ça bouleverse, si ça bouleverse pas. Qu'est-ce qu'on pense d'une boîte qui vient licorne sur un secteur de la prod comptable? Pour toi, Julien, en premier, normalement. Ah ouais, je pense. Hein. Allez, je voulais pas, parler en tant qu'ancien, je pense que mon Non, esprit non, est biaisé, bah oui. mais globalement, ce que je pense, il y a plusieurs messages, à travers cette levée de fonds. Le premier message, c'est que, c'est un secteur d'actualité avec Ouais. des gros enjeux, et le fait de lever, avec quand même un doublement de la valo, voire un peu plus, dans un secteur qu'on connaît actuellement, le secteur des levées de fonds qui est beaucoup plus complexe, où les valos se sont, rationalisés, où on regarde plus uniquement la top line, mais on regarde la renta, et ça, je pense qu'Anthony le voit bien au quotidien avec ses clients sur de la DAF, et notamment sur les startups. On commence à regarder la renta, il y a eu beaucoup de coupes dans les effectifs, et cetera, et cetera. Le message est très fort, c'est que c'est une belle boîte qui développe bien, qui a un beau produit et qui, je pense, a un gros potentiel. Mmh. L'autre point qui est intéressant, c'est de voir qu'au-delà de Penny Lane, il y a quand même pas mal de mouvements dans le secteur. Visma Exactement. qui a repris, Income il y a quelque temps, qui s'est adossé avec Chaintrust, et qui, je pense, n'en est qu'à ses débuts dans la réorganisation, de la compta en France. Il paraît. Conto qui va de plus en plus sur le marché, de la compta avec de la pré-compta, de la facturation. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est de dire que c'est un secteur attractif, que les acteurs internationaux s'intéressent à ce marché. Donc ça veut dire que si même des acteurs internationaux s'intéressent à ce marché, c'est qu'il y a un vrai potentiel. Et je pense que le gros point important, c'est qu'il faut que les experts comptables et les gens de la profession, comprennent les enjeux qu'il y a derrière. Les enjeux qu'il y a derrière, c'est la monétisation des flux. C'est, le fait que demain, un expert comptable, quand il gère son client, il gère des flux indirectement pour le compte de son client, et que ces flux-là, aujourd'hui, c'était les banques qui l'avaient, et que ce marché, il commence à se développer de plus en plus. Il y a énormément d'argent sur ce marché. Et donc il faut que les experts comptables s'emparent de ces enjeux, comprennent ces sujets pour voir comment ils se positionnent, en lien avec ce qu'on a dit juste avant sur l'évolution du business model, sur les revenus complémentaires, et sur la manière dont les cabinets seront construits demain avec la facture électronique et l'IA. Magnifique. Anthony, en 2 minutes? En fait, Penny Lane, c'est assez, intéressant parce que, d'un côté, c'est très fort ce qu'ils ont fait parce qu'il y a 4 ans, ils existaient à peine, et d'un autre côté, quand il y a eu, l'annonce avec la levée de fonds et le fait de passer, de devenir une licorne, c'était tellement pas étonnant, en fait, en tout cas pas pour moi. Pour moi, il l'était déjà, même si, ça s'est juste matérialisé par le fait qu'ils aient levé et que ça se soit, voilà. Mais ouais, non, voilà,
fonctionne très bien, c'est très intelligent, ils ont une super approche et voilà et c'est qu'une étape pour eux. Ils vont continuer, leur développement et c'est ouais, ils font les choses de manière extrêmement intelligente, ils vont vite et hem et voilà et ça va devenir un acteur, incontournable. Ça l'est déjà parce que je crois qu'ils ont 10-15 des cabinets d'expertise comptable qui sont, clients chez eux, mais je pense que ça va encore continuer à augmenter et voilà, de toute façon, il y a plein d'outils qui se créent, mais à un moment, il va falloir je pense qu'il y aura un peu une concentration du marché. Mmh. Voilà, mais hâte Magnifique. de voir ce que la suite, nous réserve. Thomas, un avis sur ça en 2 minutes? 2 minutes. Ouais, je sais, c'est ça Moi, le plus chaud dans ta question. non, non. Le premier mot, c'est enfin. En fait, moi, j'ai envie de dire, on était sur un marché où ça traînait, où les experts comptables, entre guillemets, payaient cher pour des évolutions quasi inexistantes. Ça a mis un gros coup de boost à tout le marché. Je suis pressé aussi de voir la réaction des gros institutions qu'on connaissait parce qu'il y aura quand même une réaction et je suis quand même pressé de voir ce que ça peut donner ou pas donner justement. Et après, je pense que ça montre quand même l'intérêt, enfin, s'il y a des fonds aussi, importants que ceux que Penny Lane, ont récupérés avec des acteurs aussi importants, ça veut quand même dire que le marché, les prévisions de marché sont plutôt intéressantes. C'est des investisseurs externes à ces marchés-là qui viennent. Donc le marché que je pense que dont l'expert comptable fait partie, est un marché hyper intéressant et à nous de nous inspirer aussi de ces boîtes-là, en se disant: «Bah, nous aussi, il faut peut-être un peu repenser à gérer les cabinets, un peu différemment qu'il y a 10-15 ans». Ça fonctionnait super bien et tant mieux pour, les personnes qui étaient là avant nous. Mais là, il y a une vague, il y a 2 possibilités, quoi. Soit tu surfes dessus, soit tu la prends pleine face Mmh. et à chacun un peu de se positionner, je pense, là-dessus, quoi. Voilà, Ouais, tout ouais. simplement. Bah, écoutez, je prends vos retours, hein. Si je le complète en rapide, c'est que je trouve que le message est extrêmement fort, d'un point de vue marché. C'est-à-dire que sur un marché de l'expertise comptable où on dit: «C'est pas que sexy, ça va disparaître» et cetera. Bah, en fait, non, il y a des fonds qui viennent, il y a des entrepreneurs, on va le repartir de la base, qui viennent, qui veulent, bousculer, les choses dans un marché établi qu'on dit, vieillissant et cetera et puis ils lèvent des fonds et puis il y a une valorisation et puis il y a du coup, ça crée une espèce de concurrence qui pousse à l'innovation à tous les niveaux, parce que c'est une innovation aussi bien au niveau des éditeurs et ça pousse, comme tu disais, une innovation au niveau des services des cabinets, d'où le sujet d'aujourd'hui. Vraiment, tout tombait vraiment bien et c'est une formidable opportunité pour un marché qui doit se réinventer alors que l'IA arrive maintenant dans tous les produits, arrive maintenant dans nos vies et qui, à mon avis, dans 5 ans, on refait la même vision, on reprendra la bande, comme on dit en radio, et on voit où on en est. Je pense que plein de métiers dans nos entreprises de services à tous ici n'existent pas encore de ceux qui existeront dans 5 ans quand on voit la rapidité à laquelle vont les choses. C'est un gros, gros message au secteur. Et puis, Julien, tu as bien fait de le rappeler. Il n'y a pas que Penny Lane, il y a aussi Visma qui est revenu sur le terrain et qui apparemment est chaud patate. Il y a les néobanques aussi qui pointent le bout de leur nez comme il faut. À mon avis, 2024, on n'est que le 29 février et il se passe déjà plein, plein de choses qui annoncent plein de bonnes choses pour cette année. On refait le même dans 4 ans, parce qu'on ne pourra pas le faire avant. Ouais. Et on regarde quelles opérations il y a eu et qui sont les acteurs restants. Ouais, rendez-vous pris, 29 février, dans 4 ans et on voit ce qu'il en est. À mon avis, ouais, ça va vraiment, vraiment bouger et c'est passionnant d'être au cœur de ça aujourd'hui, quoi. C'est une chance pour le secteur quand on parle d'attractivité, de recrutement, mais bon Dieu, mais rejoignez ce secteur qui est en pleine transformation. Ouais, et j'en profite, juste petit coup de com', parce qu'on m'a mis un petit message et je trouvais ça très très sympathique et très intéressant, justement sur toute cette innovation et tous ces accompagnements. Alors moi, pour le coup, je suis en Île-de-France, donc je bosse beaucoup avec l'Ordre des experts comptables d'Île-de-France, mais il y a des ateliers qui sont faits justement pour travailler sur ces sujets, sur, la transformation, sur l'évolution des cabinets, sur les business models, et il y a même un incubateur, avec plein de jeunes pousses qui essayent d'accompagner l'innovation des cabinets. Je sais qu'Anthony travaille pas mal aussi avec Inest. Donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir. Je pense que ces gens-là aussi ont besoin de nos retours, Mmh. et on peut se nourrir aussi de leurs idées pour voir comment on peut faire évoluer, en fait, tout simplement, notre profession et nos services clients. Exactement, Inest, accélérateur de l'ordre parisien, avec des petites pépites qu'on a eu l'occasion, avec Anthony d'aller coacher Avec les toi aussi, tu dernières années.
Et ça fait du bien, typiquement, pour prendre le pouls et tout va tellement vite, il y a tellement de nouveaux outils qu'en effet, ça vaut le coup d'aller checker. Johari, j'ai vu que tu avais mis un message. Désolé, j'ai pas eu le temps de le lire. Et Écoutez, le pile club poil. Innovatio. Et le club Innovatio, bien sûr. Et le club Voilà. Innovatio. Écoutez, messieurs, en 1 heure, c'était formidable. Dites-nous dans le chat avant de partir déjeuner, parce que 12h44, ce que vous en avez pensé, s'il y a d'autres thématiques, parce que ce business model vient du fait que dans le chat, on nous avait parlé du business model la dernière fois. Donc, dites-nous dans le chat s'il y a l'autre sujet que vous voulez qu'on traite en mars. J'aimerais beaucoup féminiser un petit peu le panel. Je le répète, je le dis dans mes posts et je le répète encore, si on pouvait donner la parole aux femmes en général sur tiens, moi j'aimerais bien faire un thème qui m'intéresse, c'est comment développer un cabinet même en période fiscale, comment on gère son temps, etc. Je vais avoir un super épisode, je pense, prochainement sur ces sujets, mais pas sur un live, donc ça je suis vraiment preneur. Donc dites-nous rapidement en chat, le temps qu'on vous dise au revoir à tous, ce que vous en avez pensé, si vous avez d'autres thèmes. Thomas, Anthony, Julien, dernier mot si vous voulez, ou vous avez faim? Bon appétit. Non, merci Alexis et c'était grave cool, comme toujours. Et merci Julien, Anthony, toujours au top. Julien, Anthony, un mot de la fin? Et bah, Vas-y, pareil, Julien. merci beaucoup. Autre auto-promo, même si, même si, je suis plus au quotidien, au CGEC Paris Île-de-France, mais club des jeunes experts comptables pour ceux qui se lancent, ça permet aussi d'avoir des retours entre confrères, et consoeurs, parce que souvent quand on se lance, on est tout seul. Donc, justement, poser ces questions de business model, de fonctionnement, c'est intéressant de les avoir à l'ordre ou au CGEC. Donc hésitez surtout pas quand vous avez ces questions-là, et puis vous pouvez aller voir Alexis, vous lui envoyez un message LinkedIn, il est hyper disponible et il bosse beaucoup aussi sur ces sujets-là avec nous. Donc ouais, merci à tous. Si vous êtes curieux, que vous avez des questions LinkedIn, n'hésitez surtout pas à nous contacter tous, je pense on répondra parce Ce qu'on sera a été évidemment. bienveillants avec nous et on le sera aussi. Et puis à bientôt. Écoutez, merci beaucoup, messieurs. Merci à toutes et tous d'avoir participé. Gros plaisir d'avoir vos feedbacks. C'est un nouveau format qu'on fait évoluer. On va essayer de le tenir. On va le tenir. On va pas essayer. On va le tenir en mensuel parce qu'il faut faire rayonner cette profession parce que le but, c'est comme pour le podcast, hein, de partager un max de valeur pour faire évoluer le métier, parce que je suis intimement convaincu que beaucoup de choses changent extrêmement vite et que d'avoir les retours terrain de professionnels comme vous qui font bouger les choses, c'est un vrai plaisir et c'est une vraie source de valeur. Je vous dis merci à toutes et tous. Je vous retrouve donc dans un mois pour une prochaine émission. D'ici là, vous avez le podcast de l'Accounting Business Club qui sort toutes les 2 semaines. Foncez sur la plateforme de votre cœur, mettez 5 étoiles. Si ça vous a plu, mettez des commentaires. Vous connaissez. Bon, allez, je vous fais pas le cinéma. À très vite, tout le monde. Bon appétit à tous et merci, surtout, merci à vous, messieurs. À très vite. Ciao, ciao. Salut Alexis.